Publications, 2 tiers des publications viennent des Occidentaux, oui. C'est ça? Oui. C'est quoi, c'est 1% Oui. qui vient d'Afrique? Oui. 1%. Quel type de publication justement sort? Oui, voilà. C'est une très bonne question parce que souvent, ils travaillent sur des sujets qui sont proposés par le Nord. C'est très souvent le cas aussi. Parce que tout est une question de financement. Oui, bien sûr. Donc souvent, c'est ça. Et puis ce sont des revues scientifiques reconnues. Hein. Alors moi je ne connais pas trop la recherche, mais je sais quand même qu'il y a une cotation, c'est ça? Nofisa, tu sais mieux que moi. Oui. Hein. Bon, dans les publications, il y a des le poids n'est pas le même. Il y a des revues qui sont considérées comme très bonnes. Enfin, il y a les évaluations. Les références et puis ceux qui le sont pas. Voilà. Et on a un fils, nous, qui travaille à l'INRA, à titre personnel, et Alternative Éco l'interpelle relativement régulièrement pour des articles. Ces articles ne sont pas considérés par ses supérieurs comme étant des articles scientifiques. La vulgarisation ne fait pas partie. Voilà. Bon, voilà. Le C'est même un exemple. article publié dans une autre revue dite scientifique serait bien, Voilà. bien sûr, Tout à fait. sans en changer une virgule. Tout à fait. On change de titre. Il y a des exemples qui ont été donnés par rapport aux publications africaines. J'insiste un peu, mais par rapport à ce qui s'est fait en Afrique ou des choses un peu. Alors je peux le demander ça par contre, parce que j'étais. En fait, je suis allé à. J'avais vu, parce que j'ai une alerte internet sur. Bon, et j'avais vu qu'il y avait Forum social, Forum mondial, sciences et démocratie. Donc j'avais prévu d'aller faire un saut. Et en plus, la personne qui nous a accueillis à Dakar quand on est arrivé était un des organisateurs de ce forum. Donc il est convenu que je reste en liaison avec lui, de même qu'avec quelqu'un qui est très actif, c'est Philippe, je crois son prénom, Larquet. Oui. Lionel Larquet, hein, que j'ai revu après le Forum mondial Sciences et démocratie. Et je pourrais avoir avec eux des éléments qui peuvent répondre à vos questions. Quelques billes Oui, un peu. tout à fait. Et on aura quelqu'un un scientifique sans frontières de cette organisation pendant le contre G8. Donc tu auras également un contre G8 à Dijon. Oui, il y aura un contre G8 à Dijon, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Parallèlement au G8, au vrai G8. Éducation et recherche. Éducation et recherche. Éducation et recherche. Donc en mai, c'est ça en mai? Non. En mai, tu disais, c'est Oui, en mai? 5, 6. 5, 6, 7. Éducation et recherche, c'est un lien direct avec ce que vous disiez tout à l'heure, sciences et Sciences et démocratie. démocratie. Mais oui, mais pas uniquement, parce que Voilà. bon, on voit bien que ça va être de la maternelle à l'université, quoi. Éducation et recherche. Donc toute cette marchandisation de la connaissance, etc., par le système néolibéral, on va démonter tout ça. Pour les gens qui sont un peu novices, je dirais, chez les forums sociaux, je pense qu'on l'a tous su, mais on a un peu caricaturé les forums sociaux avec la présence de la leader du PS. Martine Aubry, Oui. par hasard. Oui, voilà, par hasard. On a vu que ce petit bout de la lorgnette, je dirais, du forum social en France. Enfin, je ne sais pas si tu veux répondre sur le principe. S'il y avait des exemples très concrets, pour que les gens s'intéressent à ça, il faut vraiment être très concret. Parce que là, on est beaucoup global, mais concrètement, si on veut intéresser les gens, il faut qu'on leur donne des choses très précises, des pistes à avancer. La société doit évoluer vers telle chose, donc il y a telle chose. Est-ce qu'il y a des choses très précises dans les pistes, dans les références que je vous donniez tout à l'heure, des choses qui ont avancé, des choses qu'on peut mettre un peu en avant et que les gens comprendront comme ça en disant oui, effectivement, ça c'est une idée, ça c'est. Je suis un peu exigeant sur le point sur l'idée, mais si on veut vendre la chose au public, il faut qu'on soit concret. Je vais essayer de vous répondre, mais je vais avant faire un commentaire par rapport aux présences. Alors, il est vrai que à la tribune
après la grande marche pour l'ouverture du forum, il y avait évidemment Evo Morales, il y avait Taoufik Ben Abdallah qui est aussi le responsable du Forum social africain. Et je disais tout à l'heure, il y avait aussi le représentant du Brésil, dont j'ai perdu le nom. Et puis, il y avait des gens qui essayaient de se placer sur la tribune. Bon, on va passer. Pour revenir, pour revenir à Martine Aubry, en fait, pendant le défilé, il s'est trouvé à un moment donné, nous on était en train de marcher, on voit l'attroupement avec plein de médias, de machins, de caméras et autres, et en fait on nous dit c'est Martine Aubry. Donc je me suis approché pour voir. Alors encore une fois, je ne veux pas forcément critiquer tous les médias, il ne faut pas exagérer, il faut aussi qu'ils aient de l'information et autres, mais c'était à la limite indécent. Vous aviez toutes les organisations qui se montraient avec des banderoles qui expliquaient leur thème de fond. Vous aviez des petites pancartes qui expliquaient telle association, ce qu'elle voulait par rapport à ce qu'elle vit et autres. Rien, et ils étaient tous sur Martine Aubry. Avec une question qui n'avait rien à voir avec le forum d'ailleurs. Peut-être, en plus, je ne sais pas. C'était en gros, que pensez-vous de C'était 2012. Et DSK l'arrivée 2012. possible de DSK. Voilà. C'est la question. Je me suis dit, c'est bien la peine d'aller jusque là-bas pour poser la question à Martine Aubry. Eh bien, bon, on peut dire, puisque vous parlez de DSK, on n'a pas nommé évidemment, c'était pas notre problème, mais quand même le FMI, il joue un rôle très important dans toutes ces économies, que ce soit, là c'était dans le sud, on a parlé de la dette. Alors, la dette, les pays du Sud l'ont déjà remboursée plusieurs fois. Et maintenant, il y a eu dans des tribunes des gens qui disent « Nous ne voulons pas l'annulation de la dette, nous voulons plus, nous voulons qu'on nous rembourse tout ce qu'on nous a extorqué. » Voilà, on en est là maintenant. Et puis, le FMI, qu'est-ce qui s'est passé après la crise en 2008? Le G20, le premier G20, le FMI était en train de perdre pas mal de sous. On l'a renfloué, 1000 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il en fait? On voit bien ce qui se passe en Grèce, on voit bien ce qui se passe en Irlande. Donc, en fait, il joue le même rôle que ce qu'il a fait dans le Sud. Les pays du Nord sont de plus en plus endettés. Et c'est pas normal, ce sont des dettes illégitimes, comme celles des pays du Sud. Voilà. Le G20, donc, quand il est arrivé, il a dit, bon, ben, on va faire plein de choses. Donc il déclare qu'il va taxer, il va y avoir une taxe internationale sur les transactions financières. Donc ce sont des choses que nous... Cette annonce n'était pas encore faite. Ah non, j'ai bien dit, bien sûr, je n'ai pas dit au contraire. Non. Il annonce, de toute façon, il y a des mensonges évidemment, il annonce qu'il va contrôler les paradis fiscaux. Et il annonce la régulation de la finance spéculative. Ça, ce sont des choses qu'on porte dans le mouvement internationaliste, en particulier. Mais évidemment, il ne le fait pas. Il ne le fait pas du tout. C'est uniquement pour dire qu'il va faire quelque chose. Mais il ne le fait pas. Depuis qu'il est là, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande à quoi il sert, quoi. Ici, il sert. Il sert, oui, il sert. Alors, en fait, tu as raison, parce qu'en fait, il y a quand même ce qui s'est passé, par exemple, par rapport aux paradis fiscaux. Il a dit, bon, G20 a dit, bon, ben, il va falloir les contrôler. Et bien maintenant, pour ne plus être considéré comme paradis fiscal, il faut avoir 12 conventions bilatérales. Dans ces conventions, c'est pour échanger sur la fiscalité, pour que la fiscalité soit transparente. Il suffit qu'on ait ces 12 accords bilatéraux pour qu'on soit plus considéré comme paradis fiscal. Et c'est très facile de le faire, donc on peut... Mais ce qui est grave, c'est qu'avant, c'était quand même considéré comme illégal.
Maintenant, avec ça, on devient, alors on n'est plus paradis fiscal, mais on est un centre de services financiers international. Donc on n'est plus considéré, donc c'est plus grave, c'est-à-dire on légalise le paradis fiscal. Donc il y a pratiquement, il n'y a plus de paradis fiscal dans le monde. D'après le G20. Mais d'après Tax Justice Network, il y en a beaucoup. Il y a même sur Arte l'émission de Victor, Le Dessous des cartes, qui était très récemment, qui portait justement sur les paradis fiscaux et qui expliquait un peu comment ça se passait. Et à l'époque, à tel moment il y en avait 46, à tel autre moment il y en avait plus, moins, etc. Et justement, il expliquait cette histoire de comment on a fait en sorte que les paradis fiscaux deviennent gris et blancs après, et maintenant il n'en reste plus que 6. Et il décodait effectivement le fonctionnement de ces soi-disant non-paradis fiscaux qui fonctionnent strictement, exactement de la même façon qu'auparavant. Donc il expliquait très clairement. Alors le 8 février à Dakar a été lancée une nouvelle campagne Stop Paradis Fiscaux, puisque la campagne existait, Jean-Paul pourrait en parler, puisque le CCFD était un des moteurs de cette campagne. Cette fois-ci, c'est une campagne internationale qui est lancée par des organisations de 3 continents. Il y a au niveau de l'Europe, on va dire, ChristianAid, qui est une organisation anglaise, le CCFD, Intersolidaire. Alors, au niveau Amérique du Sud, c'est Latindad, Latindad. Au niveau Afrique, c'est Tax Justice Network pour l'Afrique. Donc c'est la déclinaison de Tax Justice Network International pour l'Afrique. Et donc il y a Oxfam au niveau de différents Oxfam, aussi bien des pays anglo-saxons que de la France. Et pour la France, il y a également les Amis de la Terre et Attaque. Oui, mais ça c'était ceux qui l'ont lancé. Ah oui, d'accord. Oui, il y aura plein d'autres qui vont être dedans. que... Attaque, bien sûr, les Amis de la Terre, certainement Peuple Sceau, etc. Ça, c'était ceux qui l'ont lancé. Je croyais que c'est que tu disais ceux qui l'ont lancé, simplement. D'accord, ok. Et donc, vous pouvez trouver des informations sur le site www.g20stopparadisfiscaux.org. G20 Stop Paradis Fiscaux, c'est tout attaché. Et sur le site d'Attaque France, oui, je trouvais beaucoup de choses aussi concentrées parce que justement, alors c'est attaque, donc France.attaque.org. Et puis il y aura Il y a beaucoup d'appels. Les appels, moi je vais les envoyer de là-bas, du site des assemblées de convergence. Et puis donc il y aura une nouvelle, sur quoi faisait allusion Fissa et Félix, il y aura donc une campagne aussi pour l'instauration d'une taxe de 0,05% sur les transactions financières, sachant qu'il y a 6 000 milliards d'euros par jour qui s'échangent. C'est-à-dire que les capitaux ont la libre circulation, mais pas les humains. Et puis avec très peu de... Oui, vas-y. Et que nous souhaitons, bien sûr, que la revendication, c'est que cette taxe, elle serve à la fois à la satisfaction aux moyens nécessaires pour les objectifs millénaires pour le développement, parce que là aussi j'ai participé à un atelier, c'est quand même un peu scandaleux de voir, alors il y avait aussi une petite représentation théâtrale, une animation théâtrale pour essayer de mettre un peu d'humour dedans, et on voyait à un moment donné Sarkozy qui tapait dans le dos du président de Blaise Compaoré, c'est du Burkina, pour lui dire « Vous inquiétez pas, ce qu'on vous doit, on vous le paiera en 2015 ». Et lui qui répondait « Mais 2015, mais ça devrait être tout fait !»
Bon, simplement pour vous dire que là aussi, par rapport aux objectifs du millénaire, on a une... Et puis, comme tu parles de Compaoré, c'est quand même lui qui a tué Thomas Sankara, Voilà. qui est le premier président donc, du Burkina Faso altermondialiste. Et comme il voulait prendre possession pour son pays des ressources naturelles du pays, etc., et bien, il a été tué. Évidemment, avec certainement la complicité de plein d'autres services secrets d'autres pays. Hein. Alors, Oui, France-Afrique. Oui. France-Afrique, la France-Afrique. Alors peut-être pour illustrer, comme vous disiez tout à l'heure, je vais prendre un autre exemple. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure des femmes, hein, mais je vais peut-être prendre un autre exemple. C'est tout ce qui tourne autour des ressources naturelles et de l'extraction de ces ressources naturelles. Évidemment, en Europe, ça nous pose problème quand il y a une marée noire, qui n'est pas forcément liée à l'extraction de pétrole. En Occident aussi, pour ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, mais autrement c'était les bateaux, mais c'est quand même, on ne parle pas de ce qui se passe au large du Gabon, au large du Nigeria, au large de etc. Donc ça ne nous touche pas trop. Mais peut-être que ça va commencer à nous toucher, puisque maintenant on parle d'extraire du gaz à partir des schistes, hein, En France. et que la France est concernée. Le Canada, mais aussi la France. C'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Et si vous voulez, ce qui a été mis en évidence, par exemple, alors je ne sais plus exactement, on nous a dit dans les Andes, il y a la société canadienne qui est majoritaire pour l'extraction de l'or, et qui intervient aussi bien en Amérique centrale qu'en Afrique, avec... il y a plein de petits films qui montrent tous les dégâts. Hein. Vous savez que pour extraire de l'or, on utilise du mercure, hein, pour le purifier, pardon. Hein. On utilise du mercure, et que ce mercure est non seulement il est toxique, mais il est lâché dans la nature. Hein. Et donc avec toutes les conséquences. Vous savez aussi qu'on déplace les populations pour cela. Et bien là, ils ont trouvé le moyen, dans les sondages, d'avoir... dans les Andes, je crois que c'est quand même en Bolivie, hein. Mais ça m'étonne sur la Bolivie parce que quand même, vu la position de Morales actuellement, je ne comprends pas pourquoi elle le laisserait faire. Cette société a tout simplement envisagé de déplacer un glacier qui en fait est l'alimentation en eau de toute une vallée, hein, et qui représente la perte pour les populations de plus de 20 000 habitants. Et ils ont dit, mais nous c'est pas un problème, mais on va le déplacer. Enfin, attendez, on n'y croit pas. Hein. Et après, on laisse tomber. Bon. Donc là, il y a un mouvement de population dans ces pays pour réagir. Et donc, le gouvernement, c'est au Pérou. Et le gouvernement est en train maintenant de remettre en cause ce qui avait été autorisé. Et il y a une deuxième chose qui peut être, je ne sais pas si c'est un exemple qui peut vous parler à vos lecteurs, hein, ou à vos auditeurs, hein, pour votre cas, c'est tout ce qui est l'accaparement des terres. Et là aussi, je suis allé au nord du Sénégal. Et c'est pas la Chine qui intervient au nord du Sénégal. C'est la France. Et pour produire, ils ont déplacé des villages sur les 35 000 hectares. Alors c'est effectivement une zone... Pour produire quoi, Oui, c'est génial. Alors, c'est l'uranium, non? non. Là, c'est l'accaparement des terres, et donc c'est pour produire, semble-t-il, des agrocarburants. Ouais, c'est ça. Parce que c'est encore pas très précis. Et donc, ils ont déplacé des villages. Ils ont, bien sûr, les productions vivrières sont renvoyées ailleurs. Alors, c'est effectivement une zone un peu pas très peuplée. Et ça touche pas, si vous voulez, ça fait pas un bruit épouvantable. En plus de ça, il existe juste à côté le parc du Djoudj,
qui est un parc naturel, hein, donc où les touristes vont voir des oiseaux superbes, hein, et en pleine nature. Et nous, on l'a su. Alors, il y avait deux raisons. Peuple solidaire, il y avait une personne qui est passée à Dijon, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, qui allait de Nancy à Dakar en vélo. Hein. Et elle nous avait déjà alerté sur le fait que la France accaparait des terres dans cette région du Sénégal et que son association, étant en liaison avec les villageois, réagissait. Et nous, c'est un guide du parc qui nous a expliqué comment ça se passait. Mais bon, c'est un guide qui était lié avec l'auberge de jeunesse de Saint-Louis, et ce n'était pas un guide qui était lié avec les grands hôtels qui font des visites du parc. C'est pas du tout le même genre. Il faut savoir aussi que il y a dans plusieurs ateliers, il y a eu la problématique du foncier en Afrique, parce que il n'y a pas les titres comme ici, quoi. Les gens travaillent la terre, etc. Donc il n'y a pas, chacun n'a pas son titre foncier. Il n'y a pas un cadastre avec... Il n'y a pas un cadastre qui est exactement comme dans les pays occidentaux. Et donc, pour les dirigeants, c'est facile de s'approprier tout ça. Je voudrais vous donner, par contre, pas solution pour l'instant, mais en tout cas des positions positives par rapport à ça. Parce que ça, c'est justement, pour l'instant, c'est du négatif et des conditions de la façon dont on exploite aussi et cela. Par contre, et c'est lié à l'histoire des forums sociaux mondiaux, c'est ce qui se passe en ce moment en Équateur. Il y a le président Rafael Correa qui a fait la proposition suivante. C'est une des ressources naturelles les plus importantes de l'Équateur. On ne le sait pas, mais c'est comme ça, c'est les ressources pétrolières. Et il y a des exploitations en ce moment de ressources pétrolières en Équateur. Mais il y a en ce moment dans la forêt tropicale là-bas, dans une zone très importante, ils ont découvert il y a peu de temps des ressources très importantes de pétrole. Et il se trouve que ce lieu est un lieu donc, de forêt tropicale où la biodiversité est extrêmement importante, où vivent des peuples indigènes, ce qui supposerait en même temps de détruire la biodiversité, de déplacer ces peuples si on voulait exploiter réellement ces ressources. Et donc le président équatorien a fait la proposition au niveau international de ne pas utiliser ces ressources pétrolières, de les laisser là où elles sont, et pour pouvoir malgré tout subvenir aux besoins de sa population, il demande à ce que les organisations internationales lui fournissent en contrepartie, puisque ça fait partie pour l'Équateur d'une participation à la réduction des effets pour le changement climatique, à une participation financière. Je crois que c'est un quart des ressources que pourraient lui rapporter ces investissements. Je ne sais pas exactement le chiffre, hein, mais bon, peu importe. Et pour l'instant, il y a l'Allemagne qui a répondu positivement, il y a quelques pays qui ont répondu positivement, la France, pas du tout. Et par contre, le ministre équatorien de l'écologie sur place, le met en place concrètement. Donc ce projet a été voté
C'est le projet UNIT, ou je ne sais plus exactement. Et donc là, on voit bien, et ça c'est directement lié, puisque ça fait partie de l'histoire des forums sociaux mondiaux en Amérique latine, c'est lié à la prise de conscience des problèmes. Et c'est un exemple concret, positif, de ce que peut faire un État. Voilà. Donc, en pensant être humain et non pas ressources financières à accaparer. C'est important, parce que là, on a comme du Félix concret. vient de dire que la France n'a pas répondu, ça me fait penser dans un atelier, le représentant brésilien aux Nations Unies nous a dit, donc lui il a parlé beaucoup du changement climatique, et il nous a dit, c'est avec les Français qu'on discute le plus, parce que dès qu'on parle des droits de la nature, ils disent mais les droits humains, les droits des hommes, enfin ils font la contradiction entre les deux, alors que nous, dans les forums sociaux mondiaux ou dans tous les forums sociaux, le mouvement intermondialiste, il dit qu'il faut une convergence, c'est que c'est vraiment changement de mode de développement, quoi. Voilà, c'est les Français qui sont. Et puis je voudrais aussi rebondir sur donc, le président de l'Équateur, donc Rafael Correa. Il a aussi dénoncé une partie de la dette illégitime. Et alors, bien sûr, c'est dans ces forums mondiaux sociaux où, entre autres, les experts, ce sont quand même, c'est l'organisation CADTM, c'est pour l'annulation, la coalition pour l'annulation de la dette des pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré que l'Équateur n'allait pas payer sa dette. À ce moment-là, ça a été dévalué. Il en a profité pour la racheter très très bas et puis il va payer sa dette. Voilà. Donc il y a beaucoup d'astuces pour se sortir de cette emprise de la finance. Ils ne pourront pas le faire deux fois par contre le coup. Oui, bon, il y a d'autres, on pourra faire. Rusé, mais... Oui, mais de toute façon, si l'Islande, ils ont bien fait un référendum et les gens ont dit on ne paye pas la dette en Islande. Donc il y a moyen de résister d'une manière ou d'une autre. Et si tout le monde fait la même chose, ils seront bien obligés de trouver un autre moyen de... Alors peut-être un autre exemple aussi par rapport à l'accaparement des terres, toujours dans le nord Sénégal, mais pas à l'est du parc du Djoudj, mais à l'ouest, c'est-à-dire juste avant. Les associations de villageois ont récupéré des terres qui devaient partir, on ne sait pas trop où, et avec l'aide de l'Italie, ils ont refait des biefs de l'irrigation et ils vont produire du riz dans cette région. On est passé, on est allé voir comment ça se faisait. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait une pelleteuse, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de salariés avec la pelle et la pioche qui étaient en train de faire les canaux, les machins. Bon, pour irriguer, mais on n'a pas eu, je ne me souviens pas si ça a été dit, je ne l'ai pas entendu, les superficies, mais c'était au moins sur 5 km, quoi, où de chaque côté de la route, ils étaient en train de refaire des terres à production de riz, avec irrigation, etc., avec l'aide de l'Italie. Alors, c'est pas pour finir sur un ton négatif, mais enfin bon, moi je suis allée, c'est pas très loin de Dakar, dans Dakar, dans un village de pêcheurs. Ah, Et je vais en parler aussi, vas-y. Et là, vraiment, j'ai vu ce que faisaient justement les gros poissonniers, les bateaux poissonniers au large, comment ils ont détruit complètement ce village de pêcheurs. Il y a plein de bateaux qui ne bougent pas, qui sont là. Mais il y a vraiment, c'est misérable, alors que c'est très très proche de Dakar. Il y a beaucoup d'enfants, et puis même les animaux sont maigres, je veux dire, c'est vraiment misérable. Et évidemment, on a discuté avec eux, ben oui, il n'y a plus de poissons dans ces... il n'y a plus de poissons.
Alors, nous, Et donc, c'est à partir de ces villages qu'il y a eu pas mal de chaloupes. On a vu des chaloupes qui partaient, parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Ah, je peux poser une question? Est-ce que, parce que ça a été dit en Irlande aussi, on a subventionné avec l'euro les gros bateaux à s'installer au détriment des petits ça. pêcheurs, ce qui a Alors. fait la même chose aussi. C'est-à-dire que les petits pêcheurs qui pouvaient aller à la pêche et se nourrir du poisson en vendant, faire des échanges sur les marchés, étaient réduits à la misère totale. Oui. Et ce qui s'est passé en Irlande, ça se passe là-bas maintenant, c'est parce qu'il y a des aides, des subventions pour avoir des gros bateaux qui pêchent beaucoup, qui raclent les fonds et qui détruisent les fonds marins. Donc ça aussi, c'est une aide qui est négative. Aide de quoi? Aide, ça c'est... Il y a eu des aides, des subventions. À qui? Eh bien, en Irlande, et puis aussi, je pense, Aux grosses les gros entreprises. bateaux. Les gros bateaux, c'est les bateaux espagnols. C'est Voilà, les bateaux ça vient, japonais. Mm. C'est pas du tout des bateaux sénégalais. Ah non, oui, Non, non, c'est vraiment... Oui. c'est pas les- oh, non,